Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement. Le présent ouvrage n'est pas un roman. Les personnages sont bien réels, les lieux décrits existent, les événements sont véridiques. Par contre, les analyses, interprétations, présentations de ces personnages, sites et événements sont le fait de l'auteur, n'engagent que sa responsabilité et ne peuvent en aucune façon être assimilés à une communication officielle faite par l'entreprise Arémon. 1. Introduction. 1. Découverte. Le Courberia à Grenoble n'est pas particulièrement l'expression du progrès et de la réussite économique. Petits immeubles vieillots, devantures banales, peu de grandes enseignes, trottoirs étroits, omniprésence du tram qui occupe et neutralise la voie. De même, au 113, rien ne dévoile une réussite industrielle exceptionnelle. Une ancienne porte cochère émasculée et garnie d'une barrière, au fond d'une courte allée de platanes tondus, un fronton d'usine 19e avec sur socle un buste noir d'un homme rondouillard et moustachu, le fondateur, Albert-Pierre Raymond. Je pénètre chez Arémon, ce 16 novembre 2007 pour rencontrer la responsable du système d'information 1 qui a retenu mon CV en vue d'une courte mission, 40 jours, de direction de projet. Je connais Arémon, déjà comme tout Grenoblois qui a vu survivre puis se développer cette vieille usine Raymond Bouton, alors que tant d'autres disparaissaient ou étaient absorbés par de grands groupes multinationaux. Cette entreprise locale est à l'origine des boutons pression et a essaimé d'autres établissements industriels ici et ailleurs. On ne sait pas toujours ce qu'ils fabriquent. Je connais un peu mieux Arémon, de par mon métier de consultant en entreprise et je sais donc qu'elle est devenue un grand équipementier automobile, top 1 mondial dans le domaine des attaches et raccords. Je ne découvrirai que plus tard, en la visitant, sa modernité. On me conduit dans une sorte d'appendice bétonneux du château. Le château, c'est l'ancienne maison familiale des Raymond, bâtie par le fondateur en 1889, style demeure bourgeoise, boiserie et moderne art, et qui abrite aujourd'hui le QG du groupe. L'appendice bétonneux, relié au château par un couloir, date des années 1920, et loge dans des bureaux austères et vieillots, la majorité des collaborateurs de la filiale informatique, la société Rennais. La directrice, Marie-Thérèse King, dame bien mise et souriante, m'accueille et me présente la mission. Pour faire simple, il s'agit de manager un programme de gestion collaborative de toutes les activités de conception des produits Arémon. Mission intéressante sur laquelle nous convenons très vite d'un engagement de principe. La semaine suivante, je rentre chez Arémon, comme intervenant extérieur. 2007, ce n'est pas encore la crise. Mais on sait déjà que la bulle immobilière ne pourra pas grandir indéfiniment. Tout le monde le dit, tout le monde craint son éclatement. Et en même temps elle produit tellement de valeur pour chacun qui veut acheter, vendre, participer à cette course en avant vers cet Eldorado financier qu'elle gonfle toujours. Car on n'a pas encore vraiment compris qu'il s'agit d'une bulle financière plutôt qu'immobilière, c'est-à-dire que du dur, du solide a été transformé en produit virtuel, par exemple en subprime, valeur à risque, sans véritable potentiel. Mais chez Arémon, je découvre des hommes, collaborateurs, managers, associés, investis pour le devenir industriel de leur entreprise, son renouveau, ses valeurs. Je découvre une entreprise en pleine santé économique, complètement en dehors de cette course financière, de cet artifice. Finalement, ma mission se poursuit tout 2008 et va occuper la majorité de mon temps jusqu'en octobre 2009. C'est une mission précise et claire quant aux objectifs, mais difficile à mener. L'outil informatique choisi vaut ce qu'il vaut, mais là n'est pas la question. L'objectif d'Antoine Raymond, le patron, est d'amener plusieurs centaines de techniciens et d'ingénieurs de conception, de commerciaux, de responsables qualité, méthode, industrialisation et production, à collaborer efficacement dans l'élaboration et la commercialisation des produits. Ces personnes travaillent à travers le monde dans une vingtaine de filiales, de manière différente basées sur des cultures différentes, donc avec des processus différents. Il faut les amener à partager une vision commune très détaillée de la façon de travailler et l'introduire dans l'outil informatique afin de pouvoir collaborer activement. Ce n'est pas une mince affaire et cela m'oblige à pénétrer au cœur de l'entreprise, à dialoguer avec les uns et les autres. Sont directement impliqués dans ce programme plus d'une cinquantaine de collaborateurs, surtout allemands et français. Toutes les directions locales et les managers du groupe sont concernés,
et doivent quelque part participer aux réunions d'orientation du programme et aux décisions. Ces années 2008 et 2009 connaissent la crise. Le système financier s'écroule, l'économie industrielle est ravagée. C'est un désastre socio-économique qui change à jamais l'équilibre mondial. La crise touche particulièrement le marché automobile, le principal marché de l'entreprise Arémon. Les grands constructeurs réduisent brutalement leur production, les équipementiers subissent. Il y a des licenciements, des fermetures d'établissements, des faillites. L'entreprise Arémon subit comme les autres, annulation de commandes, production réduite, surstockage. Mais le stress et la peur n'ont pas le temps de s'installer. Sans tapage discrètement, le message distillé, les actes posés rassurent, pas de licenciement. Pour passer la crise sans se séparer de collaborateurs, on utilisera le cash prudemment mis en réserve, et le temps partiel à salaire compensé. Tout ce temps, de par mon travail, je suis témoin de cette résistance à la crise et je vais m'interroger sur ses fondements. Au-delà de mon travail proprement dit, je veux comprendre. Dans ce que je devine et je vois chez Arémon, y a-t-il une piste, une pratique, un mode de management, un type de capital, capable d'offrir une chance à l'industrialisation? Y a-t-il là une réponse à un désastre socio-économique à venir? L'exemple de la poursuite du programme pour lequel je travaille est lui-même révélateur. Ce programme coûte cher à l'entreprise, sans retour immédiat de l'investissement. La direction se pose la question de son report, et conclut qu'il ne faut pas renoncer à une dépense stratégique qui justement permettra d'aborder l'après-crise avec une efficacité et une qualité améliorées. Dans ma mission elle-même, au travers des réunions, des documents, des décisions, apparaissent des orientations socio-économiques. Quelques indicateurs se profilent, qui résonnent comme des réponses possibles. Le long terme avant le court terme, ne pas se focaliser sur les résultats trimestriels pour suivre l'objectif. Pas de solution imposée, concilier les points de vue, obtenir un consensus. Cela prend du temps, des mois d'explications et de négociations complémentaires dont chaque jour coûte. Mais il y a volonté d'obtenir la collaboration de tous, à une meilleure démarche de conception des produits. Une véritable autonomie laissée à l'entreprise par ses propriétaires, pas d'emprise ni du marché financier ni des banques. Une direction focalisée sur ses clients et ses collaborateurs. Une gouvernance dans la rigueur et la flexibilité. Se poser sans complexe la question d'une remise en cause d'un planning, d'un budget, d'une solution technique. On avait peut-être sous-estimé la difficulté d'un choix. Respect et confiance pour les collaborateurs. Si problème, ne pas rechercher à tout prix un coupable. L'erreur est souvent collective et concerne autant ceux qui sont en haut de l'échelle que ceux qui appliquent les consignes. Cherchez plutôt à corriger l'erreur. La motivation, l'engagement comptent avant tout. Esprit entrepreneurial, pour un développement industriel prenant en compte la dimension humaine. Ce sont autant de perceptions du caractère étonnant de cette entreprise. Alors même que je suis concentré sur ma mission, elles répondent en moi à ces préoccupations que notre économie et notre société éveillent chez la majorité des citoyens. L'endettement public, le chômage, une économie en régression, une industrie affaiblie, une gabegie financière, des rémunérations insensées de dirigeants irresponsables. Il y a comme une piste qui s'éclaire, qui laisse entrevoir des solutions. 2. L'enquête. Très vite, avant la crise, début 2008, j'ai la certitude que je suis sur un gisement de pratiques socio-économiques qui méritent d'être explorées. J'en parle avec mes collègues de travail, notamment Thierry Lalanne, jeune ingénieur, depuis 12 années chez Arémon, qui partage avec moi la responsabilité du programme E-Way. Thierry est père d'une fillette, Océlia, qui fut atteinte par un grave cancer. Beaucoup de soins nécessaires, chimio, radio, du suivi, de la présence jour et nuit, de l'anxiété pendant des mois, puis la convalescence avec l'accompagnement au retour dans la vie, l'école, les activités de loisirs, les visites de contrôle à l'hôpital. Thierry m'a raconté comment il avait été lui-même accompagné dans l'entreprise pendant cette épreuve. La compréhension exprimée, un questionnement sincère sur l'évolution de la maladie, un soutien matériel, une disponibilité concédée sans contrepartie. Et encore aujourd'hui quand il rencontre Antoine Raymond ou un autre dirigeant de l'entreprise, car ici on rencontre les dirigeants, on l'interroge sur l'état de santé de sa fille. Il me donne des informations fragmentaires qui confirment l'existence de ce gisement.
J'en parle aussi à Marie-Thérèse King, la directrice du système d'information qui appuie mon projet. Oui, à Raymond, c'est quelque chose à saisir au-delà des apparences, ce fut un électrochoc en entrant, on découvre un acteur important, l'innovation, la modernité. Elle est entrée là il y a 28 ans comme simple acheteuse, connaît bien l'esprit de l'entreprise, la considération des collaborateurs, et me parle des choix stratégiques intelligents faits dans son domaine. Alain Raymond, le patron de l'époque, avait pensé gestion informatique dès 1963 et mis en place une première gestion informatique maison. Puis il y eut le choix de SAP, le système de gestion roi, alors encore réservé aux seules grandes entreprises, et un programme d'automation de la production. Maintenant il y a ce programme E-Way, pour faire collaborer tous les concepteurs. Marie-Thérèse me conseille d'en parler avec Pascal Destremaux, co-gérant qui part justement à la retraite. Peu de temps après, en février 2008, Thierry et moi raccompagnons Pascal Destremaux d'Allemagne en voiture. Il est maintenant en retraite. Il vient de déposer son ex-voiture de fonction dans la filiale allemande et rentre chez lui en Isère. Le voyage, 5 heures, est passionnant. Pascal s'implique. Il interroge Thierry sur la santé d'Océlia, parle de la vie de l'entreprise, puis s'enquiert de notre programme et s'inquiète de nos difficultés. Il ne me connaît pas, et m'interroge sur ma propre vision des choses. Je lui dis combien cette entreprise m'intéresse et pourquoi, et que je souhaite enquêter pour communiquer ensuite les enseignements qui pourraient en être tirés. Pascal reste distant, interrogatif, mais me conseille de poursuivre mon idée, d'en discuter avec Antoine Raymond et de revenir vers lui si je le souhaite. Je poursuis mon idée. À l'occasion, j'en parle à différents managers dont je suis proche, comme Jean-Yves Renoux, le patron des ventes, ou Dominique Roulet-Revol, directeur industriel. Je profite de croisements inopinés d'Antoine Raymond, toujours à l'écoute, pour évoquer l'intérêt que je porte à son entreprise. Et fin 2009, quand ma mission de consultant s'achève, je fais part à Antoine Raymond de mon souhait d'étudier son entreprise. Il me donne carte blanche pour enquêter. Il m'ouvre sa documentation, en contrepartie de quelques réserves, d'un débriefing interne et du droit d'imprimature. De novembre 2009 jusqu'en juin 2011, je vais résider dans l'entreprise, me déplacer dans ses filiales, rencontrer et interviewer les principaux managers passés et présents, consulter la documentation, confronter les informations et les points de vue. C'est une opportunité exceptionnelle. La maison à Raymond, comme aime à l'appeler Alain Raymond son ancien gérant, est discrète et il est persuadé que cette discrétion est un des secrets de sa réussite. En même temps, pour cette famille propriétaire, l'entreprise est un bien social, pas commercialisable, qui participe à la vie de son environnement. Ses solutions industrielles, ses stratégies de développement, ses recettes de succès doivent être communiquées si elles peuvent apporter un plus, on dit créateur de valeur, à d'autres et dans la mesure où l'information communiquée ne dévoile rien qui pourrait affaiblir l'entreprise face à ses clients, fournisseurs et concurrents. Au résultat de cette enquête, ce sont beaucoup de matériaux, d'informations, probablement matière à théoriser, à modéliser. Ce n'est pas là mon projet, d'ailleurs ce n'est pas de l'ordre de mon possible. Je ne suis qu'un transcripteur qui déterre de la matière brute, qu'il trie pour ceux qui sont d'une façon ou d'une autre motivés par le développement industriel. Je veux simplement transmettre cette mine d'informations que j'ai eu opportunité de connaître. Je veux simplement transcrire au mieux ce que j'ai observé et documenté. Aux économistes de chercher à conceptualiser ce qui peut potentiellement l'être. Aux gouvernants d'entreprise d'en retirer les best practices qui pourraient servir leur propre développement. Aux managers de s'en inspirer dans leurs pratiques opérationnelles. Aux étudiants en management d'y rechercher des leçons à pratiquer dans leur futur métier. Aux enseignants de les guider, aux citoyens et aux politiques d'en retirer quelques enseignements de gouvernance économique à traduire en règlements, directives ou lois. 2 choses me paraissent mériter plus particulièrement leur attention. Une première relève de l'examen du passé. Comment cette entreprise a-t-elle franchi 140 ans d'obstacles pour finalement non seulement survivre, ce qui est déjà une gageure, mais aussi se développer au point de devenir leader dans son domaine ? Une deuxième concerne la préparation du futur. Quelles réformes sont établies et programmées qui lui permettent d'affronter le nouveau contexte économique mondial ? C'est ambitieux, prétentieux peut-être de tant espérer d'une monographie. Finalement, ce n'était qu'une simple opportunité,
une rencontre de hasard faite par quelqu'un qui n'est ni économiste, ni écrivain, tellement peu écrivain que je suscite des sourires en coin quand j'annonce le temps passé à rédiger une page. Heureusement, cette transcription a été prise à cœur par les principaux acteurs de cette entreprise, qui ont donné de l'attention et de l'esprit à ce témoignage parce que conscients qu'il pouvait servir à d'autres. L'un d'entre eux, Pascal Destremaux, a bien voulu collaborer à son écriture en assurant relecture et correction. Enfin, il y a derrière cette chronique sur l'entreprise à Raymond l'intuition qu'il faut oser quelque chose, si nous voulons que nos petits-enfants puissent s'appuyer sur les bases matérielles nécessaires à leur épanouissement spirituel. 3. Panorama. Nous débutons ce travail en affirmant le succès de l'entreprise à Raymond. C'est même l'observation à l'origine de ce livre. Cette réalité m'était vite apparue évidente, malgré la discrétion ambiante. C'est vrai que j'avais connaissance dans le cadre même de ma mission, d'informations confidentielles sur l'activité, les chiffres d'affaires, les marges, qui suffisaient amplement à me convaincre. Au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, les entretiens me livraient d'autres informations, d'autres chiffres qui corroboraient les premiers. Dans beaucoup de cas, l'interlocuteur m'annonçait dans le même mouvement que l'information fournie ne pouvait pas être publiée. Quand j'ai livré pour relecture un premier jet de l'ouvrage, les quelques entorses que j'avais faites à la confidentialité me furent refusées. On voulait bien délivrer toute information qui aiderait le lecteur à comprendre un succès industriel. On n'était pas prêt à fournir à la concurrence des données qui l'aideraient à contrecarrer ce même succès. J'ai donc fait fi des beaux tableaux aux ratios explosifs, des graphes ressemblant aux pentes ascendantes de nos montagnes. Pour appuyer ma bonne foi, je ne me suis servi que des éléments d'information diffusés publiquement, repris par des institutions reconnues pour leur fiabilité, ou affichés par l'entreprise sur son propre site. Sur le net, Google fut un instrument de recherche parmi d'autres, du genre plus égal que d'autres. Il proposa jusqu'à 7 millions de réponses pour Raymond, pas toujours judicieuses. Ce fut fastidieux, mais quelques sites complétèrent mon information, ceux d'Usine Nouvelle, d'Oseo, de la revue Présence, la revue de la CCI de Grenoble. J'ai également consulté avec avantage les archives de journaux économiques tels Les Échos, L'Expansion ou La Tribune. J'ai fait, je crois, ce qu'il fallait pour que le lecteur un peu suspicieux mais pas parano accepte le postulat qui fonde ce travail. Nous découvrirons l'entreprise dans les chapitres qui suivent. Son histoire, son activité, son développement, ses acteurs, ses marchés, ses collaborateurs, sa philosophie, son patron. Ce panorama se limite donc à quelques chiffres suffisamment significatifs de sa réussite économique. Le chiffre d'affaires. La terminologie anglo-saxonne de turnover indique mieux la primauté de l'activité que la nôtre, plus encline à faire valoir la dimension de l'entreprise. Disons que ce premier élément d'appréciation est révélateur de ces deux aspects. Le chiffre qui nous intéresse est le consolidé groupe. Celui annoncé pour 2007 est de l'ordre de 511 millions d'euros, qui avec la crise se tasse en 2009 à 435 millions. L'acquisition fin 2009 de la société américaine Tinerman et la reprise permettent au groupe d'annoncer à nouveau 645 millions d'euros de CA pour 2010. Ce chiffre devrait être en croissance pour 2011, on parle de 700 millions. Ce chiffre est réalisé à plus de 90%, 94% annoncé pour 2009, dans l'automobile. L'industrie, la santé, l'agriculture et le bâtiment se partagent les pourcents restants. À titre de comparaison, participent au même secteur d'activité des entreprises aux activités plus étendues, notamment chiffre 2009. Alcoa, 13,5 milliards d'euros, ITW, 10,2 milliards d'euros, TRW, 8,53 milliards d'euros, Lisi, 696 millions d'euros. Raymond est toutefois numéro 1 sur le marché automobile dans le domaine de la fixation par clipage et de la connectique des fluides. François Raymond, le troisième frère de la famille Raymond, dans son mémoire CPA annonçait 15% du marché mondial de la fixation par clipage. La taille. Nous disposons d'informations multiples pour l'apprécier. Le nombre de salariés est annoncé en 2011, supérieur à 4500. Le nombre d'établissements évolue vite. Retenons pour 2011, 19 sites de production pour 36 sociétés dans 21 pays sur 3 continents, chiffre du site à Raymond. Le développement.
On sait que le CA du groupe a doublé entre 1998 et 2008. Antoine Raymond cité dans Usine Nouvelle du 4 mars 2010. La production. Quelques chiffres pour établir son importance. François Raymond dans son mémoire CPA qui date de 2008 cite 25 000 références articles, 850 produits nouveaux par an, 6 milliards de pièces livrées chaque année. Pour la seule production annuelle des agrafes, le groupe consomme 70 000 tonnes d'acier. Alain Raymond nous confirme qu'en 2010 la production dépasse 10 milliards de pièces ans. L'innovation. Nous reviendrons longuement sur l'importance du facteur innovant dans le groupe. Indiquons simplement qu'elle est le fait de 220 ingénieurs concepteurs, œuvrant dans 11 centres R&D, ayant délivré plus de 1000 brevets grâce à un budget qui dépasse les 6% du CA consolidé. Le patrimoine. Un chapitre sera consacré à cette importante question du patrimoine qui nous aidera à comprendre la structure patrimoniale mais pas sa valeur. Aucun document diffusé par le groupe. Raymond ne livre d'informations financières sur la valorisation patrimoniale. La société en commandite simple qui coiffe la structure juridique n'a aucune obligation de publication de son bilan. Ce qui est par contre clairement annoncé et reconnu, c'est l'indépendance financière du groupe, indépendance d'autant plus établie que le groupe ne connaît pratiquement aucun endettement à long terme. Alain Raymond parle de 0,1% du CA. Les résultats. La discrétion est totale dans le groupe. Certaines informations sur les résultats des filiales sont publiques, notamment pour la filiale française SARL soumise à des obligations sociales et fiscales d'annonce. Seul un résultat consolidé me paraîtrait significatif. Nous devons donc nous contenter de quelques indications de rentabilité. Par exemple, le fait que 11% du chiffre d'affaires consolidé soit consacré à l'investissement, quand on connaît par ailleurs le faible taux d'endettement, est une bonne indication du revenu supposé pour ce faire. Divers autres. Un ratio me paraît significatif, communiqué par Alain Raymond. La distribution de dividendes aux associés est à hauteur de 3 à 4% de la valeur nette du patrimoine. 4. Casting. Les acteurs de cette histoire sont innombrables, anonymes et discrets. Mes 2 années de mission dans l'entreprise précédant l'engagement de ce travail m'avaient permis de côtoyer beaucoup d'entre eux et d'en rencontrer quelques-uns. Ils étaient de différentes nationalités, de différents métiers et assuraient des responsabilités plus ou moins importantes, ou pas de responsabilité du tout. Avant même de lancer les entretiens, ils avaient enrichi ma connaissance de l'entreprise de 1000 anecdotes, d'observations et d'analyses personnelles, d'interrogations et d'hypothèses. Ce premier bagage m'a aidé à construire l'enquête proprement dite, et à dessiner le plan de l'ouvrage. Il a eu incidemment un autre rôle, celui de miroir m'aidant à valider ou infirmer les informations délivrées de manière plus formelle par les acteurs reçus en entretien. À de très rares exceptions près, il n'y a pas eu de dissonance entre cette première information diffuse et celle plus formalisée qui me fut délivrée par les seconds. Il me fallut alors faire le choix de mes informateurs. Pas des individus proprement dits, cela viendrait plus tard, mais du panel de population à enquêter comme disent les sociologues. C'était un problème difficile à traiter avec ma conscience qui me rappelait ces terribles vers de Bertolt Brecht. Qui a construit Thèbes aux 7 portes ? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? Et un peu plus loin dans son poème. Le jeune Alexandre conquit les Indes. Tout seul ? César vainquit les Gaulois. N'avait-il pas à ses côtés, au moins un cuisinier ? Homère le disait déjà par la bouche d'Achille, on ne retient de l'histoire que les noms des capitaines. Mon choix se fit dans la lignée de cette tradition. Je n'écrivais pas l'histoire de ces bâtisseurs, mon intention était autre. Comme je l'ai mentionné plus haut, dans ce que je devine et vois chez Raymond, y a-t-il une piste, une pratique, un mode de management, un type de capital, capable d'offrir une chance à l'industrialisation ? Y a-t-il là une réponse à un désastre socio-économique à venir ? Ces questions, je devais les poser au manager. Reste que ce choix, fait en toute conscience, je l'assume encore difficilement. La sélection des 29 informateurs que j'ai longuement interviewés s'est faite en plusieurs étapes, l'interview des uns amenant logiquement à l'interview d'autres. J'ai cherché à rencontrer les managers les plus au fait des sujets que je voulais développer.
Ils furent des informateurs consciencieux et disponibles. Certains subirent jusqu'à 8 heures d'entretien. En moyenne, chacun fut interviewé 4 heures, en 2 séances. L'ouvrage se voulant pour partie simple œuvre de transcription, ces acteurs sont souvent cités et à l'occasion leur parcours est décrit au moins partiellement. Il est fort probable que le lecteur se perde entre ces 29 personnages. Pour soulager sa mémoire, quitte à être fastidieux, nous rappellerons très souvent qui ils sont. Le casting qui suit, en ordre alphabétique pour pouvoir y revenir plus facilement, identifie brièvement chacun d'entre eux. Je me suis fait le plaisir pour certains d'une présentation partielle et partiale, comme une photo instantanée. D'autres seront présentés au fil de l'ouvrage. Alain Raymond. Il fut de 1965 à 1998 le gérant prépondérant de la maison à Raymond. Il préside aujourd'hui le conseil de surveillance de l'entreprise. Son bureau est en retrait du QG de la holding, mais à quelques dizaines de pas seulement. C'est un lieu de souvenir, les murs chargés de portraits, les meubles d'objets cultes. Tous ses propos, tous ses gestes expriment sa passion pour l'entreprise. Instantané, il s'avance dans le parking à pas lents, courbé, tout entier à sa méditation. Il vient de garer son automobile Peugeot, comme une fidélité au milieu des grandes allemandes. Je le croise, le salue et lui fais part de quelque avancée dans mon enquête. Alors il se redresse, ses yeux pétillent et il s'emballe, enthousiaste. On n'est pas au bout de nos surprises, dit-il, évoquant son entreprise comme un père admiratif. Il poursuit son chemin, pénètre dans l'ancienne demeure familiale devenue QG du groupe. Il monte doucement l'escalier, s'arrête sur le palier pour reprendre son souffle, puis se dirige vers le bureau de son fils. Albert Raymond, directeur du département brevet de Ray Group. Son bureau était voisin du mien. Presque aussi matinal que moi, on se saluait le matin et on échangeait parfois sur les vicissitudes et les succès du programme E-Way. Antoine Raymond, président du groupe A Raymond Network. Son père a la passion de l'entreprise, lui de l'humanité. Je n'exagère pas. Bernard Rout, directeur général d'A Raymond France. Beaucoup de présence, un long parcours de fidèle consacré à consolider son entreprise dans un contexte national peu favorable au développement industriel. Christophe Curtelin, directeur juridique du groupe. Instantané, toujours d'une politesse exquise, aimable à souhait, joli mirage pour couvrir la fermeté de ses convictions, la détermination de ses intentions. Il raconte une histoire pour justifier sa vigilance extrême, jusque dans les moindres détails. C'est celle de la paire de jumelles de la vigie du Titanic, malencontreusement enfermée à clé ce soir-là par un officier de quart absent. Cela explique le reste. Ces jumelles auraient suffisamment allongé la vue pour visualiser l'iceberg à temps et le contourner. Christophe Escudero, responsable méthode chez René. Sa bonhomie souriante est un leurre. Il est inflexible sur la gestion des projets. Dirk Hoffmann, vice-président du groupe et patron de la filiale allemande. Instantané, la cinquantaine, c'est un grand bonhomme à l'allure décontractée, toujours en complet gris, la cravate nouée sur une chemise blanche au col entrouvert. Il cherche son confort dans des sièges jamais assez spacieux. Il écoute et surtout parle le temps infini qu'il lui faut pour exposer précisément son sujet. Dominique Roulet-Revol, directeur industriel du groupe. Instantané, il entre dans la salle souriant et la main tendue vient saluer, chaleureux. Puis il prend place autour de la table. Il ouvre son PC portable et scrute l'écran à la recherche probablement des nouveaux mails. La réunion commence. Il écoute, il regarde, il joue avec ses lunettes. Il pose des questions et intervient, attentif au grain de sable qui viendrait troubler l'entreprise. Autour de table finale, libre, il démonte la solution consensuelle pour pointer un vrai problème. Eddy Louis, le plus ancien cadre commercial chez A Raymond France, entré en 1972. Éric Raclot, team leader chez René. Francesc Farah, directeur Business Intelligence du groupe. Membre de l'EXCO, Executive Committee, chargé de l'intégration de l'entreprise Tinorman dans le groupe. François Raymond, patron New Business du groupe A Raymond. Instantané, son bureau est sous les combles au 2e étage du QG, probablement le plus modeste de tous. Grand, il doit se baisser pour y circuler. Mais il n'est pas homme à s'identifier à son bureau, ni d'ailleurs à son costume. Quand il parle métier,
il utilise toute la science nécessaire pour présenter la stratégie qu'il développe. Mais l'ombre de l'homme qu'il est apparaît entre deux présentations. Quelqu'un qui veut être sujet de son histoire et pleinement en accord dans son action avec les valeurs humanistes qui l'animent. Quelqu'un qui veut être parmi les autres. František Knap, directeur général de la filiale tchèque du groupe Arémon. Pour des raisons d'économie, son interview s'est faite par vidéoconférence. Je ne l'ai pas rencontré souvent. Dommage. Fulvio Vernetti, directeur général de la filiale italienne du groupe Arémon. Instantané, quel accueil! Quelle fierté pour sa grande usine toute jaune bien visible de l'autoroute Turin-Milan. Après l'entretien, il m'offre un DVD racontant la grande fête donnée pour les 50 ans de l'entreprise. On le voit accueillir en père aubergiste ses collaborateurs, ses clients, et ses collègues venus le saluer d'ailleurs. Géraldine Hérault, directrice des ressources humaines du groupe Arémon. Instantané. Pas facile quelquefois de rédiger un tel instantané. Il y avait ici un joli compliment, mérité. Géraldine Hérault, qui avait accepté de vérifier dans l'ouvrage l'exactitude de certaines données, tomba dessus et fut gênée à sa lecture. Aussi je le supprimai. Mais à élaguer l'observé et le ressenti, il ne reste finalement plus d'instantané. Hans-Jürgen Lesser, directeur R&D Recherche et Développement du groupe Arémon. Instantané. Quand je suis allé saluer Hans-Jürgen Lesser pour la première fois, nous étions tous les deux en attente d'un début de réunion. Je me suis présenté, et j'ai notamment expliqué que j'avais souhaité poursuivre mon activité en indépendant une fois atteint l'âge de la retraite. Alors, bien campé sur ses jambes, il m'avait dit combien il souhaitait lui aussi un devenir professionnel actif et impliqué jusqu'à un âge respectable. À la pause déjeuner, faite de plateaux repas autour de la table, il profita du projecteur vidéo pour nous distraire avec quelques scènes automobiles ludiques et sportives, révélant par là le grand écart entre sa malice de gamin et sa projection professionnelle dans le futur. Ossini Begazen, directeur général de Railconnect Europe, filiale spécialisée dans la connectique des fluides. Jean-Yves Renoux, directeur vente du groupe Arémon. Instantané. Jean-Yves Renoux court après le temps et n'a pourtant jamais l'air pressé. D'un côté impliqué dans 1000 missions, voyages, échanges téléphoniques ou mails, d'un autre veillant à remettre doucement ses interlocuteurs dans la bonne voie. C'est encore à lui qu'Antoine Raymond a pensé pour sponsoriser mes demandes d'entretien, de documents et d'autorisations diverses. Il l'a fait avec sa bienveillance coutumière. Merci. Klaus Körber, ancien PDG de la filiale allemande. Un grand personnage qui a laissé son empreinte dans l'entreprise. Marc Coste, team leader chez Rennais. Marie-Thérèse King, directrice du département Information Système de Rennais. Instantané. J'ai déjà décrit la qualité de son accueil, toujours tout sourire. Mais elle peut être autrement. Un jour je l'ai provoqué sur un point en suspens, pensant par là obtenir une réponse plus rapidement. Mal m'en a pris. Je n'ai fait que produire une colère rentrée qu'il fallut bien 15 jours pour dissiper. Olivier Lowe, ingénieur en conception dans la filiale RSE. Pascal Destremaux, ancien co-gérant de la holding Arémon. Instantané, un expert concentré sur sa mission. Pas un geste plus agité qu'un autre, pas un mot dit plus haut qu'un autre, et pas un mot de trop. Le sourire est rare et juste esquissé. Le dialogue est un peu brusque. Mais toute cette réserve cache bien mal sa résonance à l'humanité d'une entreprise à qui il a consacré 20 ans de vie professionnelle. Patrice Bélier, directeur de l'usine Arémon de Saint-Égrève, Isère. Philippe Réra, coach d'Antoine Raymond. Pierre Chaise, ancien DRH de la filiale française. Pierre-Marie Picard, DAF du groupe Arémon. Stéphanie Pellet, commerciale, chef de marché santé. Thierry Lalanne, team leader chez Rennais. Instantané, nous fûmes co-occupants du même bureau 2 ans durant. Il était en face de moi, studieux et disponible. Patient, attentif à out, il menait plusieurs combats à la fois et rapportait chaque quinzaine au steering committee, avec sérénité, les avancées et les blocages. Même au restaurant, c'était patiemment qu'il attendait son dessert toujours chocolat. Ami pour toujours et déjà si loin. Yasuki Takenaka, patron de la filiale japonaise. Il parle un français courant et maîtrise ces deux cultures très différentes.
Il connaît les difficultés de communication entre elles. C'est son avantage, comme il dit. 5. La succession familiale des dirigeants. Les Raymond se succèdent à la direction de cette entreprise depuis 1865. Notre récit fait des allers-retours dans le temps, qui peuvent amener à confondre ces dirigeants les uns avec les autres. Le petit historique simplificateur qui suit pourra servir de mémo, si nécessaire. 1865 à 1913, Albert Pierre Raymond le fondateur. 1865, association entre Albert Pierre Raymond, M. Allègre et M. Gutin pour exploiter un brevet d'agrafe pour Gand. Albert Pierre Raymond, à l'origine du brevet, est le vrai patron de l'association. 1873, les deux associés Raymond et Gutin excluent Allègre moyennant indemnité. 1890, Alexandre Gutin cède sa part à Albert Pierre Raymond qui devient alors le seul propriétaire et patron. 1895, Achille Raymond, son fils, est associé. 1913, décès d'Albert Pierre. L'entreprise est transmise à ses deux fils. L'aîné, Achille, prend la direction, le cadet, Albert Marc, est mobilisé jusqu'en 1919. À son retour, il cède sa part à Achille, contre un dédommagement à vie. 1914 à 1941, Achille Raymond, son fils. 1941, mort d'Achille. L'entreprise revient à Albert Victor et à sa sœur. Albert Victor est dans l'entreprise depuis 1925 et succède à son père en tant que gérant actif. 1941 à 1979, Albert Victor Raymond, son fils. 1963, Alain Raymond est nommé co-gérant aux côtés de son père. Albert Victor. 1979 à 1998, Alain Raymond, son fils. 1979, décès d'Albert Victor. En fait, Alain Raymond jouera un rôle prépondérant dans la gestion de l'entreprise dès 1968. 1999, Antoine Raymond, son fils. 1999, Alain a pris sa retraite, nomination d'Antoine comme co-gérant prépondérant. Un souvent appelé système informatique de gestion. Partie 1, stratégie industrielle. Chapitre 2, A plus B. 1. Tout est produit. Dès la 3e semaine de ma mission, en décembre 2007, je me déplace à Weil am Rhein, en Allemagne, où se trouve la principale filiale du groupe. C'est un complexe moderne, en bordure du Rhin. Plusieurs bâtiments, entrepôts, bureaux d'études, ateliers de montage des robots, ateliers de traitement de surface, salles de présentation, services informatiques, ateliers de prototypage, de maintenance, de production. Henri Ullius, responsable local du programme E-Way, me fait visiter. L'ordonnancement est partout, du stockage de la matière première jusqu'au quai d'expédition des palettes. Un étage est consacré aux bureaux d'études, plastique. C'est là qu'ingénieurs et dessinateurs, regroupés par équipe, répondent aux besoins exprimés par les constructeurs et grands équipementiers automobiles. À l'aide des meilleurs outils informatiques CAO, conception aidée par ordinateur, ils conçoivent attaches et raccords. Nous saluons Marcus GFL, dessinateur, qui nous présente sur son écran en 3D une nouvelle busette lave-glace. Nous allons parcourir ainsi les différents ateliers, tous imposants, chargés de machines couplées à des ordinateurs, sur lesquels travaillent techniciens et opérateurs. L'atelier de traitement des surfaces des pièces métalliques mérite un arrêt. De la galerie suspendue, on observe 3 lignes de traitement, longues chacune d'une 50aine de mètres, surmontées par un rail sur lequel circulent les paniers chargés des pièces à traiter. Ces machines furent conçues ici en inversant la logique classique du process de traitement. Ici, ce sont les pièces qui vont au bain et on les traitements qui vont aux pièces. Les capacités de traitement sont telles qu'une grande partie des pièces métalliques produites dans les diverses filiales du groupe est acheminée ici. L'atelier de production est particulièrement impressionnant. Ce sont des lignes de presse à injection plastique, imposantes par leurs dimensions, qui vont mouler les pièces constitutives des articles. Au-dessus de chaque presse brille un robot, qui saisit la pièce au sortir du moule, puis couplé avec une caméra vidéo, visualise un éventuel défaut, enfin, sauf cas rarissime de défaut, va la déposer dans sa caissette d'expédition. Là, un opérateur, plutôt une opératrice, veille pour repérer toute pièce défectueuse qui aurait échappé à l'œil électronique et la retirer. Le rapport entre la presse, le robot et la pièce est saisissant.
De cette grosse machine en fonte, lourde de plusieurs dizaines de tonnes, est éjectée une toute petite pièce plastique, ici disons 3 cm, 7 grammes, agilement saisie et précisément transportée par le bras du robot vers l'emplacement qui lui revient dans la caissette d'expédition. Tout ça pour ça. 2. La culture produit. Oui, chez Arémon tout est pour le produit. Ses 21 usines à travers le monde, ses 4200 opérateurs, ses 220 ingénieurs de conception, les équipes de commerciaux, des managers jusqu'au service d'entretien, la logistique. Tout est fait pour ces produits, de quelques grammes, de quelques centimètres, aux fonctions modestes, généralement invisibles, vendus quelques centimes, au maximum quelques euros. Ces pièces sont l'objet de l'attention de tous. Les commerciaux en ont plein leurs mallettes et jusque dans leurs poches, et considèrent que c'est une formidable chance que de pouvoir ainsi négocier objet en main. Antoine Raymond lui-même, quand il n'était encore que responsable marketing, en transportait à travers le monde dans des mallettes en alu spécialement agencées pour des Argus Show, les manifestations de présentation des produits qu'il avait initiées. Il m'a raconté son premier déplacement au Japon, en 1992. Il prend la suite de son père qui avait lui-même créé les premiers contacts. Il arrive avec ses 6 mallettes, par une chaleur étouffante. Il est accueilli par Yasuki Takenaka, alors directeur adjoint de la Chambre de commerce franco-japonaise, qui lui fait visiter les grands constructeurs automobiles Toyota, Suzuki, Honda, Mazda, pendant 2 semaines. Partout il ouvre ses mallettes et présente les produits. Il entrecoupe ce grand tour fatigant et passionnant par un week-end à Kyoto. Il se promène seul dans la ville comme il aime à le faire, visite ses temples et palais, ses jardins, se baigne dans les sources thermales. Durant ses présentations, les ingénieurs japonais observent, écoutent, questionnent. Ils ne connaissent pas bien cette société Arémon, venue de l'autre côté du monde, modeste entreprise qui n'a pas encore fait sa place au pays du soleil levant. Mais ils sont curieux des particularités techniques des produits, de leur caractère innovant, des brevets, de l'esthétique, bref, du détail. Ils ne sont pas bavards, et il est difficile de connaître leurs appréciations. Mais Antoine Raymond est accompagné par Yasuki Takenaka. Lui a retenu des premières visites chez Toyota avec Alain Raymond qu'une gamme de produits retient fortement leur attention. Ce sont les Quick Connectors, QC, les raccords rapides pour fluides, au point qu'ils ont demandé d'engager les premiers essais. Yasuki Takenaka s'en souvient, qui sera recruté peu après comme directeur de l'entité japonaise du groupe Arémon. On a envie d'écrire « Un produit vaut un pays ». En tout cas ce fut la porte d'entrée au Japon. Dans d'autres Argus Show, on présente ces produits sur écran. Ils apparaissent comme des sortes d'ovnis, représentés en 3D, tournoyants, figurant des assemblages aux formes futuristes. Ou au contraire, on les glisse dans la paume de la main, où elles claquent et cliquent pour le plaisir du jeu à découvrir et partager. On les retrouve sur les bureaux des managers qui vous montrent fièrement la dernière mouture d'un raccord ou l'effet ressort d'une attache. Bernard Rout, patron de la filiale française, en a 2 pleines étagères à l'entrée de son bureau. Très fier, il m'en présente un nouveau. Le Raidilio, un système de fermeture de flacons stériles conforme à toutes les normes médicales et qui vient d'être primé en interne. Petite mécanique impressionnante, je suis pris au jeu. Il me l'offre et pendant plusieurs jours je vais le garder sur moi pour le montrer à mes connaissances, un peu comme on montre son nouveau smartphone. Dans les ateliers et open spaces, sont placardées des affiches figurant chacune un modèle automobile entouré des dizaines de pièces de fixation art qui entrent dans sa fabrication. Dans les salles d'accueil de la clientèle sont présentées des œuvres d'art créées à l'occasion de différents anniversaires, avec les fixations et raccords du moment. J'interroge Klaus Körber, l'ancien patron emblématique de la filiale allemande, sur cette intégration de produits de fixation dans des peintures exposées sur les murs de la filiale allemande. Il ne répond pas tout de suite, mais me retourne un article de lui, dont je livre ici un large extrait. Extrait de l'article de Klaus Körber, L'art et les produits Arémon. En 1999, notre ancien directeur des ventes, Günther Rapp, se rend à un match de basket en Alsace en compagnie d'un peintre renommé à l'heure rare, Bruno Haas. En chemin, parmi bien d'autres sujets, ils discutent de calendrier. Et ils eurent l'idée de réaliser un calendrier de peinture, intégrant artistiquement les produits Arémon. Un premier calendrier de ce type fut édité en 2001 et adressé à une sélection de clients. Depuis, chaque année,
nous commandons à Brunoas un calendrier à Raymond Art. Chacun de ces calendriers contient au moins 2 œuvres intégrant des produits à Raymond. Chaque année, nous adressons environ 300 calendriers à des clients sélectionnés. Nous avons un très bon retour. Par exemple, un de nos clients, la société Kunzelso, a acheté plusieurs peintures grand format à Brunoas et les expose dans ses filiales européennes. Brunoas est né en 1939 près de Le Rare. Après sa formation de peintre, il a passé 3 ans en Suisse et 1 an au Danemark et en Suède. Après ses séjours à l'étranger, il fut diplômé maître artisan en peinture et s'installa à son compte à Le Rare. Depuis 1978, Brunoas se consacre de plus en plus à la peinture des tableaux. Il fait du collage dans ses tableaux d'une grande variété de matériaux provenant de la vie de tous les jours, sa marque de fabrique. Ses compositions sont dynamiques. Sa peinture tend à intégrer le monde réel, et c'est en particulier le cas des œuvres conçues pour Raymond. Pour ce faire, il a visité les ateliers de production, afin de comprendre comment les produits sont fabriqués, de connaître leurs fonctions et de savoir si ce sont des produits innovants ou classiques. Jamais, rapporte l'artiste avec fierté, un produit n'a été représenté à 2 reprises dans ses calendriers. Cette coopération artistique avec notre société a conduit l'artiste à réaliser des peintures murales dans les halls d'accueil de la nouvelle usine de Weil am Rhein. Il y figure nos produits et centre l'œuvre sur l'humanité de nos collaborateurs. Ces représentations sont très appréciées du personnel, qui se découvre un intérêt pour la peinture, voire une incitation à la création artistique. Le Rare, 12-12-2010. En fait, tous mes interlocuteurs ont retenu la culture produit comme une des valeurs essentielles de l'entreprise. Jean-Yves Renoux, par exemple, le directeur vente du groupe, se rappelle qu'en rentrant chez Raymond, il fut frappé par la connaissance que tout le monde avait du catalogue des articles. Ce sont des milliers de références, de détails. La connaissance du produit est un sésame dans l'entreprise, on partage la passion. Pascal Destremaux, venant d'un grand groupe industriel moderne, découvre la passion technique chez Raymond. Le produit passionne, je reconnaissais que la technologie était impressionnante. Tout le monde est passionné, de la conception initiale à la production. Il faut maîtriser l'outil de production. Ils sont superbement compétents. Klaus Kerber m'a dit à quel point il avait été étonné par l'intérêt que les managers du groupe portaient aux produits. Et ainsi, dans tous les entretiens, mes interlocuteurs positionnent l'excellence des produits parmi les 3 facteurs explicatifs du succès de l'entreprise. Ils me parlent tous de complicité avec elle, les fixations, d'intimité, d'esprit collectionneur, d'affection, oui, de passion. François Raymond, jeune frère d'Antoine, responsable de la division New Business au sein du groupe, va plus loin. Il associe le produit à la dynamique humaine qui anime l'entreprise. C'est la résultante du défi posé à chaque collaborateur. Je le vois dans les ateliers et dans les meetings. Les gens ont le sourire d'avoir résolu un problème d'assemblage simplifiant la vie du client. C'est Christophe Curtelin, responsable juridique du groupe, qui constatait un peu à ses dépens que si dans l'entreprise un projet ne débouche pas sur un produit, on a du mal car cela ne fait pas partie de ses références, cela ne colle pas avec son ADN. Un musée, Aérome, témoigne de cela, il raconte l'entreprise à Raymond. Il a pris place à l'entrée, cours Beria, dans les anciennes écuries. Il a été réalisé par une équipe d'anciens employés constituée en association, animé par Alain Raymond lui-même avec l'aide d'une muséographe, Elsa Olou. Il a ouvert en 2005. Ce sont également d'anciens employés qui le font visiter. Il offre une scénographie originale. On y découvre les produits, les machines et les hommes, les grandes innovations. Aujourd'hui, avec l'informatique, cette culture produit s'est donné des nouveaux outils de présentation. Déjà un e-catalogue, qui permet une présentation par le web, et surtout la mise en place d'une base de données commune des produits de l'ensemble des filiales, base nécessaire à une collaboration active autant des concepteurs que des équipes de vente au travers le monde. Un dernier point pour conclure sur cette culture. Le groupe Raymond était une fédération d'entreprises locales indépendantes, coordonnées par les mêmes gérants. Antoine Raymond me rappelle qu'avant même d'avoir des structures communes, le groupe est né des échanges R&D, recherche et développement, et des échanges commerciaux sur les produits. Le premier instrument du groupe a été le catalogue des produits. Le premier catalogue papier date d'il y a 40 ans.
les produits ont fait le groupe. C'est dire l'importance de cette culture, facteur d'identité commune, qui donne un sens à l'actuelle démarche vers une entité structurée. 3. Une histoire orientée produit. Loin de moi l'idée de vouloir retracer cette histoire en détail. Alain Raymond l'a fait très consciencieusement dans son ouvrage, La belle histoire. Je souhaite simplement transcrire l'enchaînement des facteurs qui caractérisent cette orientation produit de l'entreprise, dont la culture que nous avons décrite est le reflet. Les fondations. C'est la culture de l'entreprise, et cela date d'il y a plus de 140 ans. Elle vient du fondateur, Albert-Pierre Raymond. Ouvrier solidement formé à la mécanique, sachant dessiner un plan, ajuster et monter une pièce, certainement très impliqué, curieux, volontaire, imaginatif. Il conçoit en 1872 un crochet autoperceur, puis en 1886 un bouton pression qui répond à ce qu'il sait et presse des besoins des fabricants gantiers. Son tour de France du compagnonnage, son emploi de mécanicien 3 ans à Paris, son emploi de mécanicien outilleur 2 ans à Grenoble, lui avait donné cette autonomie personnelle qui l'avait amené à créer en 1865 sa propre entreprise avec 2 de ses compagnons. Le point de départ de l'entreprise à Raymond est donc un produit de fixation, avec l'idée d'un ressort qui maintient l'assemblage tout en permettant sous l'effet d'une traction suffisante de le défaire. Génial, cette petite plaque métallique découpée qui une fois estampée fait ressort, qui s'écarte quand on presse le bouton, qui se resserre pour bloquer la tête du bouton dans son réceptacle, qui s'écarte à nouveau quand on tire pour libérer la tâche. C'est plus qu'un produit, c'est une idée simple, intelligente, solution applicable, reproductible, évolutive pour couvrir un besoin universel et intemporel d'assemblage. C'est une sorte d'équation originelle qui va de l'idée par le travail, au produit pour le client. C'est l'équation de l'entreprise avec retour de la valeur ajoutée. D'ailleurs, tout de suite ce sont de nouveaux produits de fixation qui vont être conçus. Les variantes multiples de boutons pression et fermoirs, des œillets, des rivets tubulaires, des charnières, des tourniquets. D'autres produits sont fabriqués sous licence, les durables DOT, succès mondial, les classiques boutons de jean ou le fermoir fixe par exemple. On peut remarquer 2 facteurs inhérents à ces conceptions. On disait invention à l'époque. Le premier, ces produits se distinguent d'une manière générale en facilitant le montage sur leur support souple, cuir ou textile. C'est d'ailleurs cette facilité qui parfois séduit le client. D'une certaine façon, c'est la valeur ajoutée des premières conceptions du fondateur. Alain Raymond observe dans son ouvrage La belle histoire que c'est la qualité auto-perçante du crochet conçu en 1872 qui séduit les gantiers de l'époque, jusque-là obligés à une confection très difficile des boutonnières passepoilées. Retenons cette caractéristique. Nous verrons qu'elle est encore aujourd'hui à l'ordre du jour. Le second facteur. Ces produits étant novateurs dans leur conception supposent des nouveaux outils ou de nouvelles machines pour les fabriquer, ou au minimum des adaptations des machines-outils existantes. Dans ce qui doit être le premier courrier adressé par la société Raymond Allègre et Gutin à ses prospects, il est écrit « Les outils perfectionnés par nous, offrant une grande économie de fabrication, nous permettent de faire profiter aux consommateurs de nos articles les bénéfices apportés. » Ce savoir-faire, on parlerait aujourd'hui d'industrialisation, est également à inscrire dans le patrimoine originel de l'entreprise tel que légué par son fondateur à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est en tout cas certainement ce modèle qui explique le développement exceptionnel de l'entreprise. La survie. Pour son successeur, son fils Achille, qui reprend l'entreprise à l'orée de la Première Guerre mondiale pour la céder au moment de la Seconde, le parcours va être plus difficile. Les péripéties de la vie économique vont le conduire à envisager, voire à s'engager sur d'autres chemins. Car son marché, essentiellement la ganterie, s'est écroulé. D'une part profitant de la guerre, la production étrangère a pris le relais de la ganterie grenobloise. D'autre part, les nouveaux modèles ne font plus appel à ces types de fermetures, boutons pression et crochets. Sans son principal marché, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. S'appuyant sur ses métiers mécaniques et sur les capacités de production des ateliers, Achille Raymond, nouveau maître des lieux, va chercher et trouver de nouveaux débouchés. Les produits seront divers, plutôt la résultante d'une conjonction entre opportunités du marché et possibilités de fabrication. Cela va des articles de guerre comme des petits obus,
en passant par des articles divers de consommation comme les dés à coudre, les fixe-pipes ou les rasoirs. Plus conséquent est dans la ligne, les premières agrafes en acier trempé pour panneaux de porte et les fermetures à glissière Vitex créées en 1927, qui vont concurrencer les fermetures éclair jusqu'en 1965. Il n'aurait fait que saisir ces opportunités, que l'on pourrait douter de la solidité de cette survie. C'est ici que l'on voit que la culture produit cache autre chose chez Arémont. Des métiers de l'ordre de la mécanique fine, de la serrurerie, emboutissage, estampage, décolletage, découpage, cambrage, traitement de surface, trempe-acier, etc. Industriel dans l'âme, Achille Reymond va s'attaquer à la modernisation et à l'adaptation de l'outil de production pour servir ses marchés plus contingents. S'appuyant sur le savoir-faire industriel de l'entreprise, il fait évoluer les méthodes de travail et les outils de production. Alain Reymond parle dans son livre d'une véritable 34 révolutions technologiques. Il cite notamment la technologie d'avance automatique des bandes de métal dans lesquelles sont découpées et embouties les pièces, permettant de passer de 3 à 4 coups par minute à 60 à 120 coups. L'entreprise gagne en productivité et en qualité, se distinguant ainsi de ses concurrents et préparant son avenir. La consolidation du modèle. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise est fragile, mais elle peut s'appuyer sur ces facteurs constitutifs qu'elle a forgés pendant les déjà 80 années d'existence pour confirmer son orientation industrielle. Recentrage sur le cœur de métier, la fixation. Ce métier est originel pour l'entreprise, et même si elle dut parfois dévier pour affronter la conjoncture, il ne fut jamais remis en question. En quelque sorte, l'entreprise est configurée pour. Toute la période contemporaine ne fait que confirmer ce caractère indélébile. On peut penser d'ailleurs que c'est plus le métier de la fixation par clipage que le produit qui est au centre de l'entreprise. Pour Dominique Roulet-Revol, qui est responsable de l'industrialisation pour le groupe, la notion de produit est plus un discours marketing que le vécu de la personne. Il veut dire du collaborateur, le vécu de la personne est plus métier que produit. Ouverture aux évolutions du marché. Le marché automobile. Entreprise orientée produit. La question du marché est celle de trouver les meilleures opportunités possibles pour développer et produire. L'intelligence de l'entreprise aura été d'apprécier à sa juste valeur le marché automobile. L'idée, et quelques fabrications existaient déjà en France dans l'entre-deux-guerres. Les investigations du responsable commercial français l'avaient conduit auprès de Citroën, Renault et Peugeot. En 1925, la maison Arémont est déjà présente au Salon de l'automobile. Une photo d'époque montre le stand garni de présentoirs de boutons fermoirs et autres tourniquets qui servaient à la fixation des bâches. En 1935, Achille Reymond dépose le premier brevet d'une agrafe en acier trempé pour fixer les moulures sur la carrosserie. Jean Perrochat, alors patron de la filiale allemande, prospecte les fabricants automobiles allemands et tchèques et leur vend cette agrafe. Mais c'est après-guerre que commence la grande épopée automobile pour Arémont. Les deux filiales se lancent sur ce marché. En 1960, il est encore très secondaire pour l'établissement français, quelques pourcents de son activité. La filiale allemande, qui avait vu le jour dès 1899, s'engouffre sur ce marché porteur qui va très vite représenter plus de 50% de sa production. Le plan Marshall avait amené avec lui en Allemagne l'engagement des deux grands de l'automobile, GM qui reprend Opel et Ford, et la renaissance des constructeurs locaux, Volkswagen et Daimler-Benz notamment. La petite succursale allemande s'offre à produire sous licence les pièces de fixation par clipage. Elle obtient ce marché qui devient alors son principal débouché. De même, dès l'apparition du marché commun, l'entreprise intègre dans son équation le caractère global du marché. Ce global est un anglicisme pour mondial, mais je le signale car il est rarement traduit, ce qui peut entraîner une confusion. Comme le dit très bien Alain Reymond, c'est obligatoire. L'industrie automobile va où il y a le marché. Le marché est mondial, ce qui signifie que le constructeur qui produit dans le monde entier veut la même fourniture dans le monde entier. Les équipementiers suivent, c'est obligatoire. Cette lecture pragmatique de la réalité induit la stratégie du développement international que nous connaissons à l'entreprise, et sur lequel nous reviendrons. Ce n'est ni l'ambition ni la prétention qui en est le moteur, encore moins un esprit cupide, c'est la vision industrielle du devenir de l'entreprise.
La veille technologique qui lui fait saisir l'opportunité que représentent les possibilités du moulage du plastique. Ici aussi l'entreprise montre que sa culture... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.